Bonjour à toutes et à tous. Merci à ceux qui nous ont rejoints et merci à ceux qui sont restés depuis ce matin. On se trouve du coup dans le cadre d'une rencontre professionnelle, puisque toute la journée de vendredi est dédiée justement à ces rencontres. Vous êtes d'univers très différents. On a des étudiants, on a des bibliothécaires, on a du personnel également, plutôt du spectacle vivant. Et tout ça m'a permis de pouvoir prolonger des réflexions autour notamment de l'illustration, de l'édition, aujourd'hui avec une rencontre pour pouvoir découvrir une toute jeune maison d'édition, mais qui est déjà toute une grande, qui s'appelle La Cabane Bleue. Sarah Hamon, ici présente, vous êtes coéditrice avec Angela Léry de cette maison d'édition. Donc vous êtes déjà professionnel de l'édition jeunesse depuis plus de 10 ans. Vous êtes passé par Fleuris et Mango Jeunesse. Et puis 2 ans, vous avez mûri, développé le projet ambitieux qui nous réunit aujourd'hui. Projet qui a vu naître 4 premières publications que vous pouvez voir juste ici, dans le cadre de 3 collections que nous détaillerons un peu plus tard. Martha Orzel, vous êtes artiste, illustratrice, diplômée des Beaux-Arts en Pologne. Vous travaillez dans la presse française et étrangère, l'édition, les projets graphiques, ainsi que des expositions. Votre travail allie souvent 3 techniques, le dessin, la peinture et le numérique. Vous avez collaboré sur l'un des 4 albums de La Cabane Bleue, L'Ours Polaire. Donc vous venez toutes les deux de Nantes et vous avez installé votre activité. J'avais envie de commencer par l'évidence, pour ensuite creuser davantage le sujet. On pourrait résumer La Cabane Bleue comme notre planète bleue, mais à taille d'enfant, comme un refuge aussi fragile que salutaire. Sarah, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue cette idée, ce projet ? Alors, ce projet est né du fait que, comme vous l'avez dit, moi, ça fait 10 ans que je travaille dans l'édition pour un gros groupe. Je travaillais pour un gros groupe d'édition jeunesse. Et parallèlement à ça, moi, d'un point de vue personnel, j'avais déjà entamé une transition écologique, on va dire. Enfin, voilà, dans mon quotidien, je m'efforçais d'être le plus cohérente possible pour préserver la planète et nous préserver nous. Et c'était de moins en moins en accord avec ce que je faisais dans mon travail, puisqu'en fait, l'édition, et notamment l'édition jeunesse, c'est pas extrêmement exemplaire en termes d'impact environnemental. J'avais ressorti mes petits chiffres. Juste pour vous donner une petite idée, il y a un rapport de WWF qui est sorti en 2018 qui s'intitule « Les livres de la jungle, l'édition jeunesse abîme-t-elle les forêts ?» Donc en gros, je vous passe les détails, mais la conclusion de cette étude, c'était que sur l'ensemble des livres vendus en France, tout confondu, il y a quand même 40% de la production qui est imprimée à l'étranger. Et sur la jeunesse, il y a 50% de la production qui est imprimée en Asie. Le reste étant imprimé généralement en Europe de l'Est, dans le meilleur des cas. Et chez certains gros éditeurs, c'est une proportion qui peut même monter jusqu'à 95% de livres imprimés en Asie. C'est-à-dire, donc, ça représente en France 25 000 tonnes de livres importés. Donc, c'est vous dire la quantité de papier qui fait des kilomètres et des kilomètres, et donc l'impact carbone, ce que ça représente. Partant de ce constat-là, du constat aussi que, outre la fabrication qui n'est pas très écologique, il y a aussi des pratiques éditoriales qui ne le sont pas tellement, notamment le fait que 25% de la production chaque année est pilonnée. Pilonnée, ça veut dire qu'elle est détruite, tout simplement, et pas juste parce que c'est abîmé ou quoi, juste parce qu'elle s'est pas vendue. Donc ça veut dire que c'est quand même 29 800 tonnes par an. Soit 100 millions de livres par an, ce qui est assez, quand on donne ces chiffres, c'est un peu colossal. Et donc toutes ces données-là, ça nous a donné envie avec Angela Léry, qui est donc mon associée, qui elle travaillait pour un éditeur nantais qui s'appelle Gulfstream, et elle était chargée de communication. Et donc toutes les deux, on s'est dit il y a quelque chose à faire dans le domaine de l'écologie et du livre jeunesse. Donc, c'est de là qu'est née La Cabane Bleue.
On va peut-être détailler justement en termes de forme, de format, qu'est-ce que ça peut dire du coup être un livre écolo. Donc on est déjà sur un format unique, 21, 27,5, 32 pages. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors ça, on va rentrer dans les détails techniques. Chez l'imprimeur, il faut savoir que les livres sont imprimés sur des très grandes feuilles de papier qui passent donc dans les machines d'impression et que ces feuilles-là sont ensuite pliées et massicotées, donc coupées sur les côtés pour donner le format final du livre. Or, les feuilles d'impression, elles ont des formats spécifiques en fait qui sont standards chez les imprimeurs. Il y en a plusieurs sortes. Et donc, en fonction du format final du livre, on va couper plus ou moins de bandes de papier sur les côtés à la fin. Et nous, on a choisi ce format-là parce que c'est le format qui permet de couper le minimum de papier dans chaque feuille. Et donc, on a choisi aussi de faire le même format pour tous nos titres parce que ça nous permet de les imprimer en même temps sur la même feuille d'impression et donc de limiter le nombre de calages de la machine, c'est-à-dire le nombre de fois où on passe la feuille au début de l'impression pour faire des tests d'impression, pour vérifier que les 4 couleurs dans lesquelles on imprime sont bien calées les unes par rapport aux autres. Et donc ça, c'est autant d'économies, d'énergie, d'encre, de papier qui sont faites chez l'imprimeur. On va continuer encore un peu sur l'aspect technique. Le papier, on est du coup sur du papier européen, certifié PEFC, c'est-à-dire que du coup avec des forêts durablement gérées. Oui, c'est ça. Les couvertures sont non pelliculées. Alors là, vous voyez, ça brille un peu parce que nous, comme on est une médiathèque et qu'ils sortent ensuite en prêt, on les couvre de plastique. Mais sinon, normalement, ils ne le sont pas. C'est ça. Nous, on a choisi de ne pas mettre donc de pelliculage plastique, d'avoir du papier brut. Et ça, c'est une pratique qui est encore trop rare, malheureusement, en France. Donc, mais ça vient petit à petit, donc on est content. Des encres d'impression à base végétale. C'est ça. Et on a recours à un imprimeur français, Paulina, qui se situe en Vendée. Tout à fait. Donc Nantes, la Vendée, on n'est pas loin. On n'est pas loin, et puis on n'est surtout pas trop loin de notre lieu de stockage qui est à Paris. Parce que actuellement en France, en fait, il y a très peu d'imprimeurs qui sont capables maintenant de faire de l'impression d'albums avec des couvertures cartonnées, qui font la reliure du coup. Et souvent, les imprimeurs délèguent ce façonnage, cette reliure, à des ateliers ailleurs. Donc, ils refont faire des kilomètres au livre une fois au papier une fois qu'il a été imprimé. Ils lui font faire des kilomètres pour aller se faire relier dans un autre atelier, puis enfin pour aller se faire stocker. Et donc, nous, on a choisi de faire appel à un imprimeur qui fait tout sur place, et du coup, le moins loin possible de notre lieu de stockage. Et donc, Martha, maintenant qu'on a posé justement un petit peu les bases et donc qu'on a parlé de la forme, qu'est-ce que cela change pour vous de travailler pour une maison d'édition qui est dans cette démarche-là et qui a ces contraintes techniques-là? Est-ce que concrètement, ça change tout ou ça change pas grand-chose? Et comment vous avez pu travailler dans ce contexte-là? En fait, ça change pas tellement. C'est-à-dire moi, en tant qu'illustratrice, de toute manière, j'ai toujours des contraintes. Donc, suivant les projets, les contraintes vont être plus ou moins importantes, ou ça va se jouer sur le format, ou sur le papier, ou sur les encres, donc tout ce que vous venez d'évoquer. Mais finalement, ces contraintes, ils sont toujours là. Donc, il y a des projets où on peut plus ou moins choisir, par exemple, le format. Mais pour la plupart, de toute manière, on travaille déjà avec des contraintes. Et là, en plus, ça me dérange, on va dire, moins, entre guillemets, parce qu'il y a aussi les valeurs derrière. Je sais pourquoi ces contraintes, ils sont là. Donc, c'est pas juste de choix arbitraires. Quand j'ai rencontré Angela et Sarah, elles m'avaient expliqué toute la démarche. Donc déjà, ça me permet les contraintes, ça me dérange pas tant que ça. Après, par rapport au choix de papier, je trouve que les papiers, donc c'est un papier écologique, effectivement, recyclé, mais il est très beau. Ça ne veut pas toujours dire aussi que quand il y a des contraintes, que ça va être quelque chose de négatif, en fait. Donc le format, je l'ai trouvé très bien aussi. Donc il n'y a pas, je n'ai pas eu de regrets ou je sais pas, j'étais pas du tout déçue de devoir travailler dans ces contraintes, quoi. Après, par rapport aux encres, c'est aussi des choses qui se travaillent. Donc
Si je sais dès le départ que dans le projet, il y a les encres qui vont peut-être, ou le papier qui va peut-être boire un petit peu plus les encres, je le prévois dès le départ. Donc je conçois aussi mes illustrations en fonction de ces contraintes. Donc c'est aussi quelque chose qui se corrige à partir du moment où c'est des choses qui sont posées à la base, je travaille avec et ça ne me dérange pas. Donc s'inscrire dans une démarche écologique lorsqu'on est dans l'édition, c'est possible. Vous le démontrez et c'est déjà quand même une très belle chose. On a parlé de la forme. On dit souvent que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. On va du coup aller un peu plus dans les profondeurs, un peu plus dans le fond. Et puis peut-être travailler aussi autour de la question de la ligne éditoriale. Sarah, et peut-être nous expliquer justement quel est l'objet de cette édition et quelles sont aussi les 3 collections et comment du coup vous articulez cet ensemble-là dans une cohérence. Alors, notre ligne éditoriale, elle est assez simple. Elle s'est développée évidemment autour de l'écologie. L'idée, c'était de faire découvrir aux enfants la nature, l'environnement, la faune, la flore, mais toujours avec ce petit point de vue écologique. Donc, du coup, on l'a déployé sur 2 axes essentiels. La plus grosse partie de nos livres, ce sont des documentaires autour de la faune, de la flore, de la nature. Mais des documentaires qui sont pas classiques, qui sont pas des choses encyclopédiques, très organisées, qui sont plutôt du documentaire ludique, du docu-fiction, des choses qui ont des angles d'approche un peu différents. Parce que l'idée aussi dans La Cabane Bleue, c'est de pas faire ce que font déjà tous les autres éditeurs, parce que ça c'est totalement anti-écologique en fait, de se dire je vais faire le énième bouquin sur les dinosaures et qui va ressembler un peu à ceux de mes concurrents qui marchent bien, comme ça c'est sûr je vais faire plein de ventes. Ça c'est totalement antinomique, se dire qu'on fait de l'écologie mais qu'on va faire exactement la même chose que le confrère, c'est pas possible. Et puis on avait aussi cette volonté d'amener les enfants à réfléchir, à découvrir des choses mais sans en avoir l'air, sans qu'ils aient l'impression qu'on leur donne des infos, mais plutôt qu'ils aient l'impression qu'ils jouent, qu'ils lisent, et qu'ils font autre chose qu'apprendre, mais qu'en fait ils apprennent. Donc du coup ça c'était le côté documentaire, et on a développé aussi une partie histoire, vraiment fiction pure, donc avec un premier titre qui s'appelle Il y avait une maison, où là vraiment on va publier assez peu de titres par an. Un maximum par an dans cette collection-là. Et c'est forcément des histoires qui, pour le coup, ont vraiment une résonance écologique très forte, mais qui ne soient pas pour autant moralisateurs. Vraiment, notre but, c'est pas de plomber les enfants, entre guillemets, c'est de leur montrer qu'au contraire, qu'il y a encore plein de choses possibles et que le monde est beau et qu'il suffit de pas grand-chose pour changer un peu la direction. Et donc là, par exemple, Il y avait une maison, c'est un texte de Philippe Nessman. Philippe Nessman qui est auteur, lui, de documentaires pour la jeunesse depuis bien longtemps et qui a eu envie d'écrire cet album pour parler de la disparition de la biodiversité sur Terre, mais en la remettant à l'échelle d'une maison. Donc en fait, c'est l'histoire de plusieurs animaux qui vivent ensemble et qui vont disparaître les uns après les autres suite aux actions d'un des habitants de la maison qui pulvérise des produits chimiques sur ses pommes, qui monte le chauffage, qui introduit des espèces invasives, ce genre de choses. Jusqu'à ce que l'habitant en question, qui se trouve évidemment être l'être humain, se retrouve tout seul dans sa maison envahie de produits chimiques et de déchets, et qu'il se dise qu'il est peut-être encore temps de réagir. Et donc il aère en grand sa maison, il ouvre ses fenêtres, il se débarrasse de ses déchets, il replante des arbres, etc. Et il attend jusqu'au jour où une petite abeille enfin revient. Et que donc du coup il comprend qu'un jour nouveau est arrivé. Et cet album-là, il était vraiment, c'est un projet qui nous a été apporté par l'auteur, mais qui était exactement ce qu'on voulait développer dans La Cabane Bleue, quoi. Des livres optimistes, bienveillants, qui montrent qu'il y a des problèmes certes, mais qu'il y a aussi beaucoup d'espoir, et qui permettent aux enfants de comprendre ces problèmes-là de façon un peu détournée. Et à la fin, on trouve justement, on va dire un peu une synthèse qui vient justement remettre en perspective la fiction avec le pendant de la réalité qui peut se trouver dans notre quotidien. C'est ça, oui. Il y a une petite double page documentaire qui remet dans le contexte chaque disparition qui est évoquée et qui rappelle à quoi c'est lié dans la réalité. Dans la collection documentaire, elle s'appelle Suis du doigt.
Et donc c'est un principe bien particulier, éditorial et graphique, mais aussi pédagogique, où l'enfant n'est pas seulement un lecteur passif ou simplement accompagné dans la lecture par quelqu'un qui va lire l'histoire. Il devient actif en interaction avec l'objet livre, puisqu'il doit suivre un chemin pour pouvoir découvrir les différentes caractéristiques de l'animal. Est-ce que Martha peut nous expliquer justement un peu plus ce procédé graphique et puis ensuite justement voir d'un point de vue un peu plus peut-être éditorial quelles avaient été les logiques qui avaient du coup entraîné cette idée de collection. D'accord. Donc là, en fait, on revient sur le sujet d'une contrainte. Donc là, c'est une collection qui part de ce principe de chemin. Donc on démarre l'histoire et tout de suite après, l'enfant il peut choisir pour suivre un personnage ou un autre, ou les deux, mais qui va être amené à faire des choix différents. Et donc il y a cette ligne, les deux lignes, c'est une ligne ou deux, parfois elles se rejoignent, parfois elles se séparent. Donc moi, ce que j'ai voulu faire en termes d'approche graphique, c'est de m'en servir, c'est-à-dire justement, encore une fois, de détourner la contrainte, d'essayer de travailler avec. Et je me suis donc dit que ce serait bien que cette ligne, elle soit pas là uniquement pour tracer les chemins, mais aussi qu'elle fasse vraiment partie de l'illustration. Donc là, par exemple, sur cette double page, c'est l'ours qui va être posé sur la ligne. Donc ça fait aussi une partie de banquise. En fait, ça dessine le paysage en même temps que ça nous guide à travers la narration. Donc là, notamment sur cette double page, on la voit plutôt bien. Donc c'est l'ours qui saute dans l'eau. Donc la ligne, elle va changer de forme. Donc ça va devenir la surface d'eau avec des petites vagues que j'ai dessinées ici. Et puis après, pour aller plus loin encore dans cette démarche de travailler sur le sujet de la ligne, donc ça déterminait un petit peu aussi toute la manière de construire l'univers graphique. Donc je me suis dit que je veux pousser les concepts plus loin et que je vais dessiner tout le paysage uniquement avec la ligne. Et puis après, c'est aussi, je trouvais que ça marche bien avec l'environnement dans lequel la narration joue, parce qu'on est en Arctique, donc en fait beaucoup de blanc avec des lignes. Je trouvais que ça. En plus, il fallait que les pages respirent aussi, parce qu'il y a beaucoup d'informations aussi à mettre. Il y a les personnages, et il y a les textes qui sont découpés en plusieurs parties. Donc voilà, ça faisait partie de la démarche graphique que je me suis fixée au début. En fait, c'est la partie qui était dans mon travail la plus longue, c'est justement trouver ce protocole, on va dire, de comment je veux procéder. Et puis une fois après avoir échangé avec les éditrices qui étaient partantes sur l'idée, après ça a été relativement plus simple de réaliser les livres, parce que je savais dès le départ sur quoi je pars. L'auteur, c'est Benoît Broyard. Est-ce que c'est un projet qui vous a été apporté? Est-ce que c'est quelque chose vous êtes allé chercher du coup ces différents binômes à créer? Est-ce que comment ça s'est produit en fait cette idée-là de cette collection Suis du doigt? Alors cette collection-là, c'est une idée qu'on a eue nous, du coup, en tant qu'éditeur, qui était inspirée d'une collection qu'on avait découverte en Corée, qui avait ce même principe de chemin, mais alors pas du tout du côté documentaire, qui était vraiment du jeu pur. Mais on a trouvé intéressant de la développer justement sur du documentaire ludique. Et donc on l'a proposé dans un premier temps à Benoît Broyard, qui est l'auteur. Et Benoît, à la base, lui, il est plutôt auteur de fiction, d'albums, de romans.
mais c'est surtout quelqu'un qui est très engagé à titre personnel dans l'écologie. Donc vraiment, lui, c'est au quotidien, les gestes écologiques, vraiment. Et donc, quand on lui a parlé du projet parce qu'on savait ça, et on lui a parlé des différentes collections qu'on avait envisagées, des projets en cours avec d'autres auteurs, et cette collection-là lui parlait bien, il avait envie de travailler sur autre chose, et donc voilà, c'est comme ça qu'on est venu à travailler avec Benoît. Et ensuite, il a fallu trouver des illustrateurs, en l'occurrence des illustratrices. On s'est d'abord fixé une ligne graphique, puisqu'on travaille avec un graphiste, évidemment, qui s'occupe de tout l'aspect visuel de la maison d'édition. Et on a convenu tout de suite qu'il fallait que graphiquement, les livres soient cohérents les uns avec les autres. Mais tout en ayant chacun une patte quand même, puisque c'est aussi quelque chose qu'on veut défendre au sein de la Cabane Bleue, c'est d'avoir des illustrateurs qui ont des univers propres, vraiment un style très personnel, quelque chose qu'on peut pas qu'on peut pas confondre avec un autre. Et donc au milieu de ça, cette singularité là, il fallait quand même qu'on trouve une cohérence graphique dans toute la collection. Et donc on a décidé de travailler avec des illustrateurs qui étaient plutôt des illustrateurs assez graphiques, des choses assez minimalistes entre guillemets, même si c'est pas forcément le terme, mais voilà, quelque chose d'assez graphique qui joue beaucoup sur les formes. Et donc c'est comme ça qu'on a proposé à Martha de travailler sur cette collection, puisque donc Angela avait déjà travaillé avec toi chez Gulfstream Editor. Et l'autre titre, on l'a proposé à Suzy Vergès, alors qui pour le coup, elle est venue vers nous quand elle a découvert le projet de la Cabane Bleue, parce qu'elle avait envie de travailler, pareil, à titre personnel. C'était quelque chose qui était très important pour elle, de travailler sur des projets dans l'écologie. Et donc voilà, elle est venue nous voir au Salon de Montreuil l'année dernière, et c'est comme ça qu'on lui a proposé la collection. Alors on le sent, il y a derrière ce projet professionnel, il y a aussi des engagements personnels, que ce soit le vôtre, celui de votre associé, ou également de certains des auteurs. Vous décrivez cette édition comme étant écologique, mais également éthique. On a parlé un peu rapidement avant la rencontre. J'aimerais que vous puissiez justement détailler comment vous voyez l'éthique en édition. Parce que c'est un vaste sujet, et j'aimerais bien qu'on aille un petit peu sur ce terrain-là aussi. Alors, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de manifestations, on va dire, d'auteurs et d'illustrateurs concernant le montant des droits d'auteur et le pourcentage de droits d'auteur qu'ils touchent sur les livres. Et c'est des choses qui nous ont parler aussi. On s'est rendu compte qu'effectivement, plus ça va et moins les auteurs et illustrateurs sont payés, ce qui est quand même assez aberrant, puisque sans eux, il n'y a pas de livre. Et donc ça, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur aussi, de pouvoir proposer au moins des pourcentages de droits corrects, même si au lancement d'une maison d'édition, c'est pas forcément évident, parce que économiquement, on a beau avoir fait des plans de financement, des choses un peu techniques comme ça, on sait pas non plus complètement où on va. Donc on a essayé de proposer des choses à la mesure de nos moyens, mais qui nous semblaient un minimum juste. Donc je ne sais pas. On a du coup beaucoup discuté avec les auteurs et illustrateurs pour le montant de la valoir, qui est donc l'avance financière sur le pourcentage de droits qu'ils touchent par la suite. On a discuté aussi de ce pourcentage tous ensemble. On a discuté des contrats qu'on a élaborés ensemble pour que chacun s'y retrouve en fait, et pour essayer aussi de comprendre les uns et les autres quelles étaient les contraintes des uns, quelles étaient les contraintes des autres en fait. De quoi a besoin un auteur pour vivre, de quoi a besoin un éditeur pour pouvoir s'en sortir financièrement. Voilà, et moi j'espère que ça n'a pas trop mal marché. Et ensuite, il y a aussi cette question de comment on fait travailler ensemble justement les auteurs, les illustrateurs, le graphiste, tout ça, dans sa façon en fait de pouvoir envisager les collaborations. La Cabane Bleue travaille aussi à travailler particulièrement en équipe, en synergie, et à rassembler les gens autour d'un projet et pas simplement de passer commande en fait. Est-ce que vous pouvez un peu détailler ça, et puis peut-être que Martha pourra nous préciser aussi justement comment ça fonctionne, les relations avec Benoît Brouillard, avec le graphiste, voilà, voir un peu tout ça, comment on la fabrique un petit peu de l'album.
C'est vrai que dans l'édition traditionnelle, entre guillemets, il y a en gros l'éditeur qui se charge de coordonner tout le reste. Donc, il va commander son texte à l'auteur, qui va commander les illustrations à l'illustrateur, qui va travailler avec le graphiste sur la maquette. Et c'est un peu cloisonné souvent, ces parties-là, notamment sur des travaux de commande, comme peuvent l'être des documentaires. Et donc, à chaque fois, c'est l'éditeur qui se retrouve en point central. Mais il n'y a pas forcément de collaboration entre les différents intervenants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voulait pas. Et donc, on a proposé à tous les gens qui travaillaient avec nous d'être vraiment en collaboration du début à la fin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'auteur soumettait un texte, qu'il n'y ait pas que l'éditeur qui le lise, qui est aussi les illustrateurs, qui est le graphiste, qui est Angela, qui est chargée de communication. Voilà, que tout le monde puisse avoir un peu son mot à dire, en tout cas voilà, son avis. Donc on a mis en place un outil informatique de discussion, de chat assez classique, parce que forcément on est tous un peu éparpillés aux quatre coins de la France, donc c'est pas évident d'organiser des réunions de travail en physique. Donc on a essayé de compenser avec cet outil-là, mais voilà, qui a ses avantages et ses défauts. Ça nous a permis de vraiment mettre en commun. Après, pour certains auteurs, ça a été compliqué. Je ne sais pas si Martha, tu veux en parler un peu. Effectivement, c'est pas la manière habituelle que j'ai quand je travaille avec les éditeurs. Donc là, en fait, avec Angela Acera, dès le départ, c'était un petit peu différent parce que déjà à la base, il y avait une rencontre. Donc ce qui n'est souvent pas le cas. Souvent, en fait, l'éditeur me contacte uniquement par mail. Donc on se rencontre finalement rarement, en tout cas en début. Après, une fois que le livre est sorti, voilà, ça arrive plus souvent, mais à la base, c'est quand même assez rare. Donc là, on avait de la chance d'être toutes les trois à Nantes. Donc c'est aussi grâce à ça que la rencontre a pu se faire plus facilement. Et puis après, effectivement, tout le processus était en transparence totale. Donc sur la rédaction des contrats, sur les avaloirs, on avait tous les mêmes conditions. Donc, en fait, c'est vrai que dans mon métier, souvent, on se retrouve assez isolé parce qu'on travaille seul, en fait. Donc, moi, j'ai de la chance de travailler au sein d'un atelier à Nantes qui s'appelle La Baignoire. On est 15 créatifs pour la plupart. Donc, on peut échanger sur les conditions financières ou sur le pourcentage ou les questions administratives. J'ai des collègues avec qui je peux échanger et demander des conseils, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des illustrateurs qui se retrouvent plus isolés. Donc là, pour le coup, voilà, c'était agréable, en fait, cette transparence, le fait qu'on puisse tous, en fait, ensemble, réfléchir sur les questions de contrat. Voilà, je trouvais ça très agréable. Après, sur la manière de travailler, les principes de faire participer tout le monde et de créer une équipe qui va ensemble réfléchir sur un projet, je trouve ça très bien. Après, effectivement, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire on peut se retrouver vite débordé aussi par le nombre de messages qui arrivent, qui ne concernent pas mon livre, mais le livre d'un collègue. Donc il faut faire un petit peu le tri. Après, il faut comprendre aussi qu'on n'est pas toujours obligé de répondre à chaque message. Je pense que ça, on a tous compris aussi quand il s'agit du texte. Moi, je veux peut-être me retenir à faire des commentaires parce que je ne me sens pas compétente pour le faire. Donc, je laisse répondre aux éditeurs. Donc, voilà. Mais après, dans la globalité, je trouvais ça quand même créatif, en fait, important. J'ai eu de retours qui étaient pertinents de la part des éditeurs, mais aussi de la part de Benoît, parfois. Donc, c'était des remarques qui m'aidaient à avancer dans la création. Voilà. J'avais envie, lorsque j'ai préparé cette rencontre, de ne pas attendre la fin de la rencontre pour laisser la parole au public et d'avoir un peu de temps, donc de commencer déjà à mi-parcours, de pouvoir vous donner la parole et d'avoir éventuellement vos questions, puis ensuite de repartir encore un peu dans un échange avant de vous redonner la parole encore à la fin. Donc voilà, je vais vous donner quelques petites secondes pour que vous puissiez vous dire « Ah ça y est, je vais pouvoir poser des questions ». Donc en tout cas, voilà, s'il
s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir aussi de pouvoir directement vous intégrer dans l'échange. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Non. On va continuer un petit peu et puis après on reviendra quand même vers vous. Est-ce que vous pouvez préciser également d'un point de vue on va dire graphique, notamment sur celui du doigt, l'ours polaire, comment vous avez travaillé au niveau des formes, au niveau des couleurs, au niveau de cette ambiance-là? Parce que lorsqu'on dit ours polaire, banquise, on s'imagine tout de suite du blanc. Donc il y en a, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Et comment vous avez pu, du coup, justement, travailler à quelque chose qui, graphiquement, soit aussi intéressant et pas trop épuré? Il y a de l'épure, mais pas trop. Donc ce juste milieu-là, justement. Là, je reviens un petit peu sur parce que le principe de base, c'est vraiment l'idée de travailler sur la ligne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à la base de mon approche graphique pour ce livre. Après, c'est ce que disait Sarah tout à l'heure, donc il y a la collection, chaque auteur il a son style graphique propre à lui, mais après il faut quand même trouver peut-être le minimum de cohérence dans la collection. Donc là, notamment, on s'était dit que ce serait bien de travailler avec un peu de matière quand même. Donc moi, je suis partie du principe que je travaille en ligne, tout ce qui est paysage, je veux le travailler en ligne, donc en laissant beaucoup de place effectivement au blanc. Et puis après, tout ce qui est personnage, ça va être en aplat, texturé. Donc pour faire le lien un petit peu avec le travail de Suzy, qui a travaillé sur le livre sur l'abeille, qui a aussi un dessin assez texturé. Après, un autre problème qui se posait sur le livre sur l'ours polaire, c'est que les ours polaires sont pareils, tous. Il n'y a pas trop de signes distinctifs entre un animal et un autre. Là, notamment, dans l'histoire, il y a la maman et il y a aussi deux personnages principaux qu'on suit. En plus, il y a aussi d'autres ours qui sont introduits par-ci par-là dans l'histoire. Donc moi, la question, c'était comment je fais pour qu'on puisse comprendre à travers les dessins qu'il s'agit d'un personnage et pas de l'autre. Mes personnages, en fait, quand je les ai dessinés, ils ont un contour. Donc j'avais une idée de travailler sur une contour d'une couleur différente. Donc on a eu beaucoup discuté là-dessus. On a montré aussi un peu à notre entourage. En fait, personne ne voyait la différence entre les deux différentes couleurs. Donc on a ensemble décidé d'abandonner cette idée. Et finalement, donc c'est le texte qui va nous indiquer si on suit un personnage ou un autre. Donc c'est des choix comme ça qu'on fait tout au long du processus créatif. Voilà. Oui, il y a quand même un tout petit détail qui distingue les deux personnages, c'est les couleurs des yeux. Donc c'est quelque chose qu'on peut voir, on peut ne pas voir, ou on peut le voir à deuxième ou troisième lecture et pas dès le départ. Voilà. Et puis il y a quelque chose aussi qui frappe un peu lorsqu'on est à la première lecture, c'est qu'il y a des touches de couleurs qui apparaissent, un peu comme des respirations, parce qu'il n'y a pas que des ours. Et il y a aussi d'autres animaux qui, du coup, viennent en interaction avec les ours et qui, eux, sont d'autres couleurs. Je trouve que ça fait aussi, du coup, ça met des petites touches comme ça qui viennent sortir un petit peu de ce cadre-là un peu contraint. Donc ça fait partie de mon, entre guillemets, protocole que je me suis fixé au départ, c'est-à-dire tout ce qui est personnages, animaux, ça va être en aplat, texturé, et tout ce qui est paysage, ça va être travaillé en ligne. En fait, donc dans la collection, il y avait une autre contrainte graphique, c'est-à-dire il fallait travailler avec une palette de couleurs limitée. Donc pour les deux collections, on est sur 3 couleurs. Donc là aussi, je ne pouvais pas partir dans tout le sens... Donc voilà, encore une contrainte qui dirige. Sarah, cette contrainte, du coup, elle vient d'où? Pourquoi? Les contraintes, franchement, il faut pas le voir comme quelque chose de négatif. C'est vraiment, moi, c'est un livre qui, graphiquement, il est un peu différent de livres que j'ai pu faire auparavant, mais c'est justement grâce aussi aux contraintes du départ. Ça me permet d'approcher un texte différemment, de tenter d'autres choses que j'aurais peut-être pas pu tenter autrement parce que j'aurais fait comme d'habitude. Donc en fait, c'est quelque chose qui va nous amener à sortir un petit peu de notre zone de confort et qui va nous amener vers autre chose. Ça peut être
quelque chose de très positif en fait. Et Sarah, du coup, ces contraintes-là, c'est des contraintes graphiques, éditoriales, ou est-ce que c'est aussi des contraintes liées à votre engagement écologique ? Alors, pour le coup, non, c'est pas du tout lié à notre engagement écologique. C'était plutôt une question de cohérence graphique et éditoriale. Donc, d'une part, ce que j'expliquais tout à l'heure, pour garder une cohérence d'un univers d'illustrateur à l'autre dans cette même collection, c'est le choix qu'on a fait de demander de travailler en 3 couleurs, 3 grandes nuances colorées, on va dire, déclinées chacune en plus ou moins foncé. Pour garder cette cohérence, pour avoir à chaque fois un univers vraiment dans une palette de couleurs restreinte qui permettent d'identifier facilement la collection. Et c'était aussi une façon d'épurer l'image, parce que c'est quand même un concept qui charge beaucoup la page, entre guillemets, puisqu'il y a les chemins à suivre, il y a les textes qui sont répartis un peu partout en fonction du chemin qu'on suit. Et donc, ça faisait beaucoup d'éléments graphiques. Et le fait de travailler dans une gamme plus restreinte de couleurs, ça permettait de donner de la respiration un peu et de calmer le jeu, entre guillemets, en termes de profusion graphique, on va dire. D'un point de vue écologique, au niveau des encres, on peut faire beaucoup de choses. Il y a quelques petites choses qu'on ne peut pas se permettre. Alors, au niveau des encres, ce sont des encres à base végétale. Donc, il y a quand même un petit peu de minéral dedans, parce qu'on est obligé, pour des questions techniques, pour fixer l'encre sur le papier. Mais du coup, on s'est interdit d'utiliser des encres, ce qu'on appelle les encres Pantone, c'est-à-dire des encres avec des teintes un peu fluo, avec des tons directs. On n'utilise que les 4 couleurs, cyan, magenta, jaune et noir. Parce que toutes les autres encres fluo, etc., forcément, elles sont bourrées de produits chimiques. Donc, c'était pas le fluo, on aime bien pour la jeunesse. Bah oui, mais nous, on propose autre chose, justement. Est-ce que vous pouvez également nous dire un petit peu en termes de projet de maison d'édition, le parcours que vous avez dû mener, c'est-à-dire du coup, à partir du moment où vous vous dites, bon, voilà, j'ai envie avec Angela de faire quelque chose et de construire un projet justement, jusqu'au moment où on commence vraiment à travailler et au jour où les livres sortent. En sachant que les livres que vous avez dans les mains, ils sont sortis il y a 1 mois. C'est tout frais. Voilà. Et du coup, c'est un parcours qui a commencé il y a exactement 2 ans. En fait, au sortir du salon de Montreuil, donc le salon du livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis, qui est le gros rendez-vous des éditeurs jeunesse, on va dire. C'est là qu'on a un peu pris conscience qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans ce domaine et qu'on s'est lancé un peu l'idée folle. Et si on faisait, nous, une maison d'édition qui corresponde à nos valeurs et qui nous permette de développer ce en quoi on croit et peut-être même d'être locomotive, sait-on jamais, et en tout cas d'ouvrir la voie pour de nouvelles pratiques. Et donc ça, c'était il y a exactement 2 ans. Après, on a eu une période de 6 mois où on était salariés toutes les deux. Donc on a commencé à travailler sur le projet en parallèle de notre travail à côté. Donc là, c'était toute la phase exploratoire le début du business plan, puisque du coup, on est rentré dans les termes sympas de tout ce qui est entrepreneur, création d'entreprise et tout ça, ce qui n'est pas forcément le côté le plus glamour du métier. Mais voilà, c'est quand même nécessaire. Et donc on était vraiment dans cette première phase-là, c'est-à-dire études de concurrence, études de marché. Donc on est allé voir vraiment tout ce qui se faisait chez nos concurrents. Je crois qu'on a été quand même assez exhaustive pour voir ce qu'il y avait déjà, ce qui s'était pas fait, et donc comment nous on se positionnait par rapport à ça. Et donc il nous est apparu qu'a priori on était quand même les seuls à proposer une maison qui s'appuie sur nos 3 piliers, c'est-à-dire donc une conception écologique, des thématiques écologiques et un univers graphique assez fort et très marqué. Et donc ça, c'était toute cette première phase. On a lancé des questionnaires en ligne à tous nos amis, toutes nos connaissances, pour le faire, pour essayer d'étudier un peu quelles étaient les attentes des gens dans ce domaine-là. Suite à quoi on s'est dit qu'en fait les gens n'avaient pas beaucoup d'attentes parce qu'ils n'étaient pas très informés justement de toutes les conséquences écologiques que pouvait avoir la fabrication d'un livre. Et après cette phase-là de 6 mois, on a donc toutes les deux abandonné nos boulots
pour se mettre à plein temps vraiment sur la construction même du projet et donc là rentrer dans toute la partie à la fois donc d'un côté construire un projet éditorial cohérent, faire appel à des auteurs, des illustrateurs, commencer à prospecter un peu sur cet aspect-là, donc contacter des gens, voir si ça plaisait ou pas, développer des projets et parallèlement à ça monter toute la partie financière, donc faire un plan comptable sur 3 ans, faire appel à des financeurs, demander des subventions, voilà, enfin toute la partie. Qu'est-ce qui existe justement pour, en termes de plan de financement, etc. Qu'est-ce qui peut permettre de pouvoir viser un bon démarrage et donc ensuite un équilibre financier? Voilà, on parle de financement participatif, je pense, dans votre cas, également de subventions. Qu'est-ce qui existe du coup actuellement? Alors il y a des tonnes de choses qui existent et c'était quasiment la partie la plus dure justement, c'était de faire le tri dans ce qui existait parce que vraiment, il y a plein de choses qui existent, des subventions, des modes de financement un peu alternatifs, des choses auxquelles on avait droit, des choses auxquelles on n'avait pas droit, des choses qui visent à financer la création, d'autres qui visent à financer le développement. Et donc, on a fait un énorme travail de tri là-dessus sur vers quoi on voulait aller aussi en termes de financement, parce que l'écologie, pour nous, ça allait de pair avec une certaine éthique. Donc, il était hors de question de faire appel, par exemple, à des financeurs, des gros financeurs qui ne parlent que gros sous, ou à se faire financer par un groupe ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, on voulait garder notre indépendance et ne faire appel qu'à des partenaires qui partageaient plus ou moins nos valeurs. Donc, du coup, on a commencé par un financement participatif, effectivement. On a fait ça sur la plateforme Zest, qui est une plateforme de financement développée par la NEF, qui est une banque éthique, la seule banque éthique en France, en fait, qui est la seule banque qui est transparente sur les projets qu'elle finance et qui publie chaque année une liste des projets qu'elle finance. Elle ne finance que des projets à impact social, environnemental ou culturel. Donc, ça collait assez bien avec nos valeurs. Donc du coup, on a commencé par ce financement participatif qui a été un beau succès. En fait, c'est clairement allé au-delà de nos espérances parce que vraiment, on a été super suivis. Donc ça nous a encouragés. On s'est dit qu'on était plutôt dans la bonne voie et que visiblement, c'était ce qu'on faisait, c'était attendu. Et derrière, ce financement participatif nous a permis de débloquer, donc de faire appel à un club Cigale. Donc un club Cigale, c'est un club d'investissement pour une gestion alternative et locale de l'économie solidaire. Donc c'est des gens, des particuliers qui se mettent en commun et qui économisent chaque mois, qui mettent de côté un peu d'argent chaque mois et quand ils ont atteint une certaine somme, entre 2 000, 3 000, ça peut aller jusqu'à 5 000 euros, ils décident de l'investir dans une entreprise de leur région et qui a une visée évidemment environnementale ou culturelle ou sociale, quelque chose qui a du sens. Donc on a pu faire appel à eux. Et après, on a fait appel à différents dispositifs de la région, donc notamment des prêts d'honneur, qui sont des prêts à taux zéro pour les créateurs d'entreprises. On a eu une subvention de la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. Et tout récemment, en fait, juste à la création, on a eu une subvention supplémentaire de la région pour nous aider plutôt en communication, en fait, à financer des salons, des choses comme ça pour se faire connaître et pour avoir un bon démarrage. En fait, on a la chance d'être dans une région qui aide vraiment, vraiment beaucoup les créateurs d'entreprises et notamment dans le secteur culturel et donc qui fait ça, qui donne un gros coup de pouce au démarrage pour pas laisser les entreprises vivoter pendant 5-6 ans avant de commencer à se faire connaître, pour vraiment avoir ce petit coup de boost qui permet tout de suite de voir les choses un peu plus grand que si on avait juste nos propres moyens à nous. Ça, c'est un aspect important de l'économie, notamment du livre, mais de toute économie culturelle. C'est aussi le poids des régions qui prend de plus en plus d'importance. On parlait également du coup des différents auteurs, illustrateurs un peu disséminés partout en France et donc du coup des outils collaboratifs. Est-ce que vous travaillez davantage avec certaines régions? Est-ce que partout en France on va dire, à équiter des projets comme ça qui peuvent se développer sur le territoire, ou est-ce qu'il y a quand même des villes, notamment sur l'édition jeunesse et l'illustration, qui sont un petit peu fortes en France?
Nous, on a donc la chance d'être situé à Nantes où il y a un énorme vivier d'illustrateurs jeunesse, enfin entre autres jeunesse, mais c'est vrai que c'est une ville culturelle qui attire beaucoup les illustrateurs, qui a une école d'illustration aussi. Et donc c'est notamment, nous on a 2 illustratrices dans les 4 premiers titres qui sont nantaises, donc je pense que c'est pas complètement par hasard, c'est parce qu'on est de là-bas, mais aussi parce qu'il y a un fort foyer d'illustration. Après, le côté régional, entre guillemets, sur le choix de nos auteurs et de nos illustrateurs n'a pas joué du tout. C'était vraiment... C'est plus un concours de circonstances et de rencontres qui permet d'eux, en fait. Tout à fait. Et vous, de votre côté, Martha, justement sur l'ancrage territorial, sur le lien avec le territoire et la région, est-ce que c'est quelque chose qui a une importance ou est-ce que, en définitive... Voilà, vous, c'est plutôt un travail à la fois au niveau national, voire même à l'étranger, et qu'il n'y a pas forcément d'ancrage territorial. Au niveau professionnel, je travaille assez peu avec des commanditaires de clients qui sont sur Nantes. Donc, de ces côtés-là, non, ça se passe quand même beaucoup... par téléphone, par mail. Je travaille beaucoup aussi à l'étranger. Donc, par contre, parce que moi j'habite à Nantes depuis 5 ans, et le choix de la ville s'est porté sur l'aspect vivant de la vie culturelle qui est à Nantes. Donc, parce qu'il y a les commandes, il y a les éditeurs qui sont beaucoup sur Paris ou partout ailleurs. Mais après, il y a aussi un environnement de travail. Donc, notamment pour moi, le fait de pouvoir partager un atelier avec d'autres créatifs. Donc ça, c'est quelque chose qui change énormément, en fait. Par rapport à une ville où on peut se retrouver, ce que je disais tout à l'heure, assez isolé, à travailler chez soi, à ne pas rencontrer d'autres personnes qui travaillent dans le même milieu que nous. Donc voilà, c'est cette... après, en termes des collaborations qu'on peut créer avec d'autres professionnels, voilà, ça donne d'autres opportunités. Mais pour le projet, concrètement, ça quand même... je travaille beaucoup avec des personnes qui ne sont pas forcément ni dans la région, ni dans la ville. Voilà. Et vous, de votre côté, Sarah, puisque vous êtes un peu à la pointe, à la fer de lance, en tout cas, sur ce projet éditorial, est-ce que vous n'êtes pas un peu isolée ? Parce que comme vous êtes un peu toute seule là sur ce créneau-là, comment ça fonctionne en termes de réseau, en termes d'entraide, en termes d'échange, justement ? On n'est pas complètement tout seul quand même. Non, faut pas. On n'est clairement pas les premiers à faire du livre écolo entre guillemets. On a d'autres confrères qui sont super, des gens comme Plume de Carotte ou Rue de l'Échiquier ou Pour Penser. Enfin voilà, il y a d'autres éditeurs qui font dans le livre écolo. Et justement, on a trouvé auprès d'eux des super confrères parce que pour le coup, c'est des gens qui sont un peu comme nous, qui ont envie de faire de l'écologie, mais de l'écologie au sens large. Et donc l'écologie au sens large, ça passe aussi par la mutualisation, et donc par le partage à la fois de nos connaissances, de nos réseaux, de nos bonnes pratiques, de nos savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a moins, évidemment, quand on est dans des grosses maisons, où c'est une grosse maison, donc de fait, ça communique pas beaucoup avec les autres, mais en tant que petits éditeurs, on a besoin nous de travailler ensemble, et c'est un volet aussi qu'on a envie de développer, alors qu'on n'a pas eu le temps pour l'instant de beaucoup travailler, parce qu'on avait beaucoup d'autres choses à faire, mais c'est quelque chose clairement qu'on envisage là dans les mois à venir, pas forcément de créer quelque chose de très formel pour structurer nos relations, mais en tout cas d'avoir quand même beaucoup plus d'échanges que ce qu'il peut y avoir actuellement pour partager entre éditeurs, s'entraider, organiser des événements en commun, voilà, partager et mutualiser, parce que c'est aussi par là que ça passe l'aspect écologique et puis les façons de faire plus collaboratives qu'on a envie de développer, nous. D'être davantage dans un travail peut-être pas forcément solidaire, mais en tout cas une démarche éthique vis-à-vis des autres personnes qui sont concurrents, mais qu'on ne va pas forcément envisager comme étant vraiment de la concurrence. C'est ça, alors on peut parler de concurrence, mais on préfère parler de confrères, parce qu'en fait on a des lignes éditoriales qui sont tellement différentes et tellement claires aussi.
qu'en fait, on se marche jamais sur nos plates-bandes respectives, entre guillemets. On a vraiment des livres qui peuvent pas être en concurrence les uns avec les autres, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça nous, on trouve dommage cet aspect, justement. Moi, je suis un éditeur, je vais travailler tout seul dans mon coin parce que j'ai pas envie qu'on me vole mes idées ou qu'on fasse d'autres choses qui ressemblent à ce que je fais. Nous, on veut pas être dans cet esprit-là. Au contraire, on veut pouvoir partager et justement se renvoyer la balle. Ça peut être, je reçois un projet d'un auteur qui est super, mais c'est pas pour moi. Je vais le proposer à mon confrère à qui ça va être plus adapté. C'est des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, que ce soit à la fois d'un point de vue du projet éditorial de la Cabane Bleue, que ce soit sur les ouvrages qui du coup ont circulé, ou sur le travail d'éditrice, le travail d'illustratrice. La parole est à vous. Je fais pas circuler les micros parce qu'on enregistre. On a vu votre travail effectivement si on peut dire, de va-et-vient entre éditrice et puis en l'occurrence illustratrice. Mais quel a été votre travail avec l'auteur justement? Est-ce que c'est une relation triangulaire ou est-ce qu'il y a eu un va-et-vient entre vous, illustratrice, et l'auteur, ou avec vous trois en fait ensemble avec l'éditrice? Pour ma part, c'est-à-dire donc Sarah et Angela ont créé sur une plateforme d'échange des groupes de conversation. Donc on pouvait tous suivre pas seulement mon propre projet, enfin pour ma part, mais aussi d'autres livres de la même collection ou même le livre d'autres collections qui sortaient en même temps. Donc moi, je pense que chacun essaye de donner une remarque ou un avis s'il trouve ça vraiment pertinent, vraiment important, s'il juge que ça apporte vraiment quelque chose au projet. Sinon, j'ai l'impression qu'on est assez... il y a quand même les éditeurs qui font le travail de va-et-vient sur le texte ou sur les illustrations. Après, moi, j'ai échangé donc avec Benoît plusieurs fois, notamment sur les fameuses questions de couleur de contour. Mais après, lui, il donne peut-être son avis tout en disant que c'est juste son avis et qu'il y avait d'autres questions où il intervenait pas. Parce qu'en fait, c'est comme pareil pour moi, où je veux pas intervenir sur les questions de texte que je maîtrise pas. Donc voilà. Après, je dirais dans l'inconvénient de ce type ce mode de travail, c'est que pour un illustrateur, c'est pas toujours très simple de voir aussi ce qu'est fait mon collègue qui fait un autre livre dans la même collection. En fait, ça peut être aussi perturbant parfois. C'est-à-dire, on est surtout au départ, quand on cherche un petit peu comment on va travailler, quand on cherche un petit peu un univers graphique, de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui travaille sur un autre titre dans la même collection. Ça peut parfois perturber ça. On peut se dire mince, je n'ai pas pensé à ça. Donc ça peut être quelque chose de positif parce qu'on peut avoir des retours ou effectivement des idées qui viennent qu'on n'aurait pas trouvé peut-être tout seul. Mais ça peut aussi par moments devenir c'est un élément un petit peu perturbateur quand même. Donc voilà, par rapport à le travail. C'est vrai, juste pour compléter ce que dit Martha, on a un peu testé aussi cette façon de travailler qui était nouvelle pour tout le monde, je pense, pour tous les membres de l'équipe. Donc ça a plus ou moins bien fonctionné selon les groupes aussi, selon les livres. Il y a des illustrateurs qui participaient plus, il y en a d'autres où ils se sont complètement mis en retrait. Et voilà, on a essayé aussi d'adapter un peu en fonction de chacun, en fonction des envies, tel illustrateur a pas du tout envie d'intervenir sur le texte parce qu'il se sent pas légitime, on respecte tout à fait et on va pas lui mettre le couteau sous la gorge pour lui dire si, vas-y, je veux que tu commandes phrase par phrase pour me dire si t'es d'accord. Non, mais du coup, de fait, effectivement, on a un peu essuyé les plâtres, entre guillemets, parce que c'était un mode de fonctionnement qu'on était en train de mettre en place, donc on se rendait pas forcément toujours compte, nous, en tant qu'éditeurs, du fait que certains étaient mal à l'aise avec certains procédés, mais bon, on essaye de faire évoluer la chose aussi au fur et à mesure.
Là, actuellement, il y a 4 albums qui sont sortis. L'objectif, c'était 8 par an à peu près. Oui, c'est ça. Et justement, comment vous allez travailler pour la suite sur les différents projets qui vont du coup continuer du coup à se développer en ayant toujours cette même démarche éthique tout en travaillant avec des modes coopératifs. Comment vous allez faire évoluer justement un petit peu ces choses-là? Comme on peut, j'ai envie de dire vraiment, on est aussi dans un état d'esprit très au jour le jour, donc on se dit que on va développer comme ça vient entre guillemets. On a notre ligne éditoriale, donc on sait très bien où on va. Nos 8 prochains titres sont calés, on sait ce qu'on va faire. On sait pas forcément, on n'a pas encore forcément les illustrateurs pour tous, mais on sait ce qu'on va faire. Mais on sait aussi qu'on veut pas s'enfermer dans un schéma. Et justement, on se laisse libre de faire évoluer nos façons de travailler, nos façons de collaborer. Voilà, il y a des choses qu'on a essayé de mettre en place qui n'ont pas forcément fonctionné, donc on ne va pas réitérer. Il y en a d'autres qu'on va affiner. C'est vraiment ça, on va aller un peu comme on peut. Par exemple, sur cette plateforme là de discussion collaborative, au départ, on avait aussi invité des gens extérieurs au projet, des libraires, des bibliothécaires notamment, des enseignants. Et en fait, il s'est trouvé que très vite, ils ont lâché l'affaire, entre guillemets, mais ce que je peux comprendre, parce que chacun, voilà, c'était complètement bénévole et c'était juste une proposition qu'on leur avait faite. Donc, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas du tout. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on va abandonner. En revanche, on a organisé des ateliers édito, donc pour discuter avec des gens, montrer les projets en cours d'élaboration, montrer des manuscrits qu'on venait de recevoir, des choses comme ça, avec des gens issus d'univers très différents, des gens du milieu du livre, des gens pas du tout. Voilà. Et ça fonctionnait, ça a plutôt bien fonctionné. Ça permettait d'avoir vraiment des échanges de vive voix, donc de rebondir vraiment, c'était plus facile qu'en version numérique, évidemment. Et donc ça, c'est des choses qu'on va renouveler, mais c'est aussi des choses qui prennent du temps à organiser, etc. Donc voilà, tout est une question de dosage. On essaye de faire au mieux et un peu de façon artisanale, on va dire. Enfin, on est vraiment dans cet état d'esprit-là, quoi, de pas normaliser. Et, ouais. D'autres questions ? Par rapport au travail de mise en page, vous avez dit que vous travaillez avec un graphiste. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment vous travaillez ensemble, à quelle étape il intervient, comment est-ce que, par rapport à votre éthique, il influence aussi cette éthique, Alors, le graphiste avec qui on travaille, qui s'appelle Thomas Hamon, mais qui n'a rien à voir avec moi, malgré le fait qu'on porte le même nom de famille, il se trouve que c'est quelqu'un aussi qui est très impliqué écologiquement et qui est venu à nous au moment où on a lancé le projet en fait de la cabane bleue, au moment où on n'avait pas encore de nom pour la maison d'édition. On a fait un peu circuler l'info, on a prévenu tout notre cercle de collaborateurs avec qui on avait déjà travaillé avant. Et donc Thomas connaissait quelqu'un qu'on connaissait et quand il a vu le projet, il nous a dit tout de suite, il nous a envoyé un mail hyper touchant en nous disant voilà, moi je suis graphiste dans l'édition jeunesse depuis 8 ans, mais j'adore votre projet, ça me touche à titre personnel parce que moi aussi je suis en train de modifier ma façon de vivre pour être plus écologique, etc. J'ai vraiment envie de travailler avec vous, voilà. Et donc c'est comme ça que la rencontre s'est faite avec quelqu'un qu'on connaissait absolument pas et à qui on a fait confiance, voilà, un peu en se disant voilà, nous il nous a convaincus parce que il est convaincu par le projet lui-même et pas parce qu'il a juste envie de travailler et de toucher son chèque à la fin du mois. En gros, parce que ça aurait été un peu l'alternative, entre guillemets, hein, c'était de trouver quelqu'un dont c'était le métier, mais qui n'était pas forcément très impliqué. Et là, on a eu cette chance-là d'avoir Thomas, et c'était super. Et donc, du coup, il a été beaucoup plus impliqué dans le processus de création qu'il aurait pu l'être si ça avait été juste un graphiste lambda. Voilà. Et donc, en fait, pour tout vous dire, Thomas a eu une grosse influence, notamment dans le choix du nom de la maison. Puisqu'à l'époque où on a choisi le nom de la maison, ça a été très très compliqué. Je vous passe les propositions complètement absurdes et débiles qu'on a pu avoir. On a failli s'appeler Vers de terre à un moment, oui. Voilà. Mais donc à la fin, on hésitait entre 2 noms.
La cabane bleue évidemment, et Grain de terre. Et on a beaucoup sondé les gens avec qui on était en contact à l'époque, les premiers auteurs qui nous avaient dit oui et qui étaient partants pour le projet, les gens autour de nous, et puis c'était un peu difficile de trancher. Et en fait, Thomas, à un moment, quand on lui a soumis les deux noms, nous a dit ah mais moi, la cabane bleue, direct, j'ai des super idées de logos, de trucs graphiquement, je trouve que ça peut être chouette. Et en fait, ça a un peu fait pencher la balance du coup vers ça, parce que lui nous a dit graphiquement, c'est beaucoup plus fort, graphiquement, je vais pouvoir faire des trucs super. Et donc effectivement, à partir de là, il a travaillé tout de suite sur un logo. Voilà, il a développé vraiment toute notre identité graphique, donc le logo, les typos qu'on utilise, etc. Et ensuite sur le travail des livres, comme tout le monde dans l'équipe, il a été impliqué dès le départ. Donc sur les textes, il a eu son mot à dire, mais comme tout le monde, il y a des textes sur lesquels il a rebondi, d'autres pas du tout. Voilà, en fonction de ce qu'il avait à dire. Et ensuite, clairement, il a eu quasiment, on lui a laissé le champ libre pour développer toute la mise en page des bouquins. Donc, c'est lui qui nous a proposé des typos, mais comme ça reste un travail d'équipe, donc il nous proposait des choses, on rebondissait dessus, on lui disait ça correspond pas, ça correspond mieux. C'est lui qui a donc fait tout le travail de couverture, évidemment. Parce que sauf pour Il y avait une maison où c'est une illustration originale qui a été faite pour la couverture, les autres ce sont des reprises des illustrations intérieures, donc des montages, et il y a eu un énorme travail. Alors autant Il y avait une maison et Charles et moi, c'est deux titres sur lesquels tout de suite ça a été très clair. Il nous a fait une proposition de couverture pour chaque et ça a été direct, oui c'est ça, on prend, avec quelques petits ajustements de typo et de couleurs, mais alors vraiment pas grand chose. Et autant pour Suis du doigt, ça a été un travail très très long, qu'on n'a pas forcément partagé d'ailleurs avec les illustrateurs et les auteurs, parce que ça ne valait vraiment pas la peine. On a eu des premiers projets qui étaient pas montrables, clairement, mais parce que ça venait aussi du fait qu'on était tous débordés à ce moment-là, que c'était une collection qui était difficile à travailler graphiquement, parce qu'il fallait montrer le principe de Suivre du doigt sans être trop lourd non plus, en ayant une couverture qui accroche l'œil. Donc voilà, ça a été un gros travail de ping-pong entre le graphiste, l'éditeur, chargé de communication, un peu tout le monde. Une autre question ? Moi, j'en ai une autre. Justement, on vient d'évoquer Charles et moi. On en a très peu parlé. C'est vrai. Et je me dis que ça pouvait être intéressant quand même aussi d'en dire quelques mots. C'est qui Charles ? C'est qui Charles ? Charles, c'est Charles Darwin. Donc, un personnage assez célèbre. Et en fait, Charles et moi, c'est une collection qui nous a été proposée par Emmanuelle Grunman, qui est elle aussi auteure de livres pour la jeunesse, mais surtout elle a une formation de biologiste et éthologue, elle est spécialiste du comportement animal et très 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 convaincue d'écologie elle aussi. C'est vraiment des sujets sur lesquels elle a beaucoup travaillé et beaucoup écrit. Et elle avait dans ses tiroirs en fait cette histoire entre Charles et Aglaé. Aglaé, c'est le poulpe qu'on voyait à la première page et qu'on voit là, qui dort dans les fonds marins. En fait, elle a visité le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, et au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres est conservé dans un bocal un poulpe que Charles Darwin avait ramené de son voyage, de son tour du monde sur le Beagle, le bateau sur lequel il a fait son tour du monde. Et donc Emmanuel a eu envie de travailler sur ce poulpe et sur la relation entre le poulpe et Charles Darwin. Et donc elle nous a proposé un joli texte très poétique qui raconte du coup à travers les yeux d'Aglaé, du poulpe, la rencontre avec Charles Darwin. Et donc elle raconte qui est Charles Darwin, elle parle un peu de la relation entre Aglaé et Charles. Et pour nous c'était vraiment un beau moyen de revenir au sens premier d'écologie, qui est l'étude de la relation entre les espèces, entre les êtres vivants et entre les êtres vivants et leur milieu. Donc là vraiment revenir à la relation entre être humain et animal. Et donc voilà, c'est du docu-fiction, c'est un texte de fiction, c'est romancé, mais ça nous apprend des choses sur Charles Darwin, sur l'importance qu'il a eue nous dans notre compréhension du monde et du vivant. Et c'est un texte qu'on aime vraiment beaucoup, qui est très très chouette. Et c'est le début d'une collection, puisqu'il y aura un prochain titre sur Mozart et son étourneau, et puis d'autres titres encore, parce qu'il y a pas mal de gens célèbres qui finalement ont eu des animaux, mais on ne le sait pas forcément.
Et toujours sur le même principe, à la fin, on a une double page qui là Oui. du coup est un petit peu différente, mais qui reprend aussi un aspect un peu plus Oui, un peu synthétique. plus documentaire en fait à chaque fois. Enfin, c'était pas forcément voulu de faire cette double page pour chaque album, mais ça s'est imposé de fait quand on a travaillé dessus éditorialement. On s'est dit bon bah ce texte est très beau, il est super poétique, mais ça mérite quand même de replacer dans le contexte, notamment en termes de date, de nom, etc. Donc il y a une fiche d'identité à la fin pour Aglaé et pour Charles. Où on rappelle que Aglaé a vraiment existé, il y a les caractéristiques, donc sa taille, son poids, tout ça, son espèce. Voilà. Une autre question ? Oui, très bien. Est-ce que vous estimez que votre choix justement écologique influe sur le prix du livre ? Est-ce que vous pensez que vous êtes plus cher que certains éditeurs pour le nombre de pages, par exemple, et le format ? On est certainement un peu plus cher que les gros éditeurs qui font du livre en masse, entre guillemets, ça c'est sûr, on le sait. Pour autant, on a quand même essayé de respecter un prix qui nous paraissait à peu près abordable. Voilà, on n'a pas dépassé, enfin, on s'est fixé de ne pas dépasser les 20 €. Ça c'était clair. Et puis voilà, on a quand même essayé de rester dans les clous. L'idée c'était pas non plus de faire du livre élitiste que peuvent s'acheter 1/10 de la population en France. Enfin, ça n'avait pas de sens non plus. Voilà. Mais c'est aussi pour ça qu'on a fait des choix, par exemple, du même format pour tous les livres. C'était à la fois un choix écologique et un choix économique un peu aussi, puisque ça nous permettait aussi d'économiser sur les coûts. C'est un choix aussi qu'on fait de publier 4 titres par 4 titres, alors que la plupart des éditeurs publient plutôt un titre par mois, on va dire, en moyenne. Nous, on s'est dit, tant pis, non, ce sera plus lourd à gérer, entre guillemets, en termes de charge de travail, ce sera un peu tout au même moment, mais on préfère faire les 4 en même temps parce que ça nous fait faire des économies d'échelle qui nous permettent de ne pas retranscrire trop sur le prix du livre nos choix écologiques. Du coup, ça vous fait des périodes de faible activité et des périodes de très grosse activité ? Il n'y a jamais de période de faible activité. Ça n'existe pas quand on crée son entreprise. Il y a toujours plein de choses à faire. Et puis, il y a des périodes où on est sous l'eau et on a trop de choses à faire, mais on s'en sort quand même. Peut-être justement dire un petit peu en termes d'agenda, ce que vous avez fait la semaine dernière, ce que vous faites la semaine prochaine. Oui, oui, du coup, c'était aussi notre volonté, c'était d'aller à la rencontre du public, en fait, d'être vraiment en prise directe avec le client final, donc soit les parents, soit les enfants. Donc, on a un programme de salon de fin d'année très chargé, puisqu'on a déjà fait le salon du Mans, le salon du livre du Mans début octobre. On a fait un petit salon à Nantes qui était en soutien à une bibliothèque qui avait perdu son fond de livres suite à un incendie. Et on a fait le salon du Made in France le week-end du 11 novembre, du coup, et on sera au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, évidemment, le week-end prochain. Et ensuite, on fait des marchés de Noël, mais pas n'importe quel marché de Noël. À chaque fois, ce sont des marchés de Noël qui sont évidemment en accord avec nos principes. Donc, on fait un marché qui s'appelle l'Autre Marché à Nantes, qui est le marché de Noël alternatif, on va dire, qui met en valeur plutôt les entreprises d'économie sociale et solidaire, voilà, les créateurs éthiques, écolos. Et on fait Noël au canot à Paris, qui, pareil, met en avant l'économie sociale et solidaire. Et un marché de Noël à la Halle de la Villette, qui met aussi en avant les créateurs, les petits créateurs, voilà, qui font des choses éthiques. Et de votre côté, Martha, vous n'êtes pas arrivée là ce matin. Dans le cadre du Salon du Livre, vous êtes également intervenue dans des classes. Est-ce que vous pouvez justement nous dire quelle est cette part de votre travail lorsque vous intervenez auprès d'enfants ? Alors moi, je ne fais pas énormément de salons. On va dire que ça fait peut-être que 3 ans que je commence à être invitée sur le salon de livres et j'en fais peut-être pas plus que 2 dans l'année. Après, je peux aussi intervenir dans des médiathèques à Nantes ou dans les petites communes autour de Nantes, pas très loin, où je fais des ateliers. Donc, ce soit autour de l'illustration, soit une autre cadre qui sort un petit peu de métier d'illustrateur. C'est quand je fais une exposition aussi. Parfois, je suis amenée à travailler avec le public
Voilà, donc là, donc je suis arrivée mercredi soir et jeudi, j'avais 3 rencontres avec 3 classes différentes. Et ce matin, 2 classes aussi, à qui j'explique un petit peu en quoi consiste le métier d'illustrateur. On a un temps d'échange, ils ont plein de questions à me poser. Et puis, on essaye de travailler, mettre en place un petit atelier de création pour que les enfants puissent vraiment, eux aussi, se mettre au travail. Mais ça représente plutôt une petite partie de mon activité. Oui. Donc, pour la plupart du temps, je suis devant mon ordinateur, dans mon atelier à Nantes. Une autre question ? Est-ce que vous avez une petite chose à dire pour terminer, histoire de ne pas avoir de regrets et qu'on puisse être sûr d'avoir fait le tour de ce beau sujet ? Merci beaucoup pour l'invitation. Mais merci à vous en tout cas de votre présence. On vous souhaite une très belle continuation à la fois dans votre travail d'illustratrice et d'artiste, et puis une longue vie à la Cabane Bleue. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à venir, des belles éditions qui vont sortir, et puis également une présélection dans le cadre du prix UNICEF 2020. Oui. Pour un premier album sorti il y a tout juste un mois. Je crois qu'on peut déjà vous féliciter et puis vous souhaiter vraiment plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci à vous.